Après des années sans contact, mes parents, monsieur et madame Dubois, m'ont fait asseoir et m'ont donné une lettre. Je l'ai ouverte et ils m'ont dit qu'il était temps pour moi de prendre un risque et d'aider l'enfant doré à traiter son infertilité. En grandissant, c'était toujours évident que ma sœur Camille était la préférée. Elle a 2 ans de plus que moi, elle a 33 ans maintenant, et c'était comme si elle ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Camille, c'était l'enfant doré par excellence. Ma mère n'arrêtait pas de parler de sa beauté, de son côté sportif, de son intelligence. En gros, elle était tout ce qu'ils avaient toujours voulu. Ils l'appelaient même leur pomme d'or ou leur petite chérie. Pendant ce temps, j'avais toujours l'impression d'être à l'arrière-plan, comme une réflexion de dernière minute. Je suis né 2 ans après Camille, et disons les choses franchement, je n'étais pas prévu. Mes parents ne cachaient pas le fait que j'étais une surprise. En plus, je suis né prématuré avec une maladie cardiaque. Toute cette histoire avec ma santé est devenue une raison de plus pour qu'ils me traitent différemment. J'ai passé toute mon enfance à faire des allers-retours à l'hôpital, et à chaque fois, ils faisaient des remarques passives, agressives, sur tout l'argent que je leur coûtais. Je ne peux même pas compter le nombre de fois où ma mère disait « on s'en sortirait mieux si on n'avait pas toutes ces factures médicales ». Ça m'a toujours fait me sentir comme un poids. Mais en réalité, ce n'est même pas eux qui payaient la plupart des frais. Grand-père et grand-mère Dubois couvraient tout ce que l'assurance ne remboursait pas. Mais malgré tout, mes parents me reprochaient encore tout ça. Avec du recul, je ne crois pas qu'ils m'aient jamais pardonné d'être né avec une malformation cardiaque. C'était comme s'ils m'en voulaient d'être un enfant imparfait. Et pendant qu'ils me voyaient comme un fardeau, Camille était traitée comme une reine. Elle recevait tous les compliments, toute l'attention. C'était l'athlète vedette, toujours la jolie fille. Ils agissaient comme si elle était une bénédiction venue du ciel, mais il n'y avait pas que mes parents. Camille elle-même jouait ce rôle à fond. Elle savait qu'elle était la préférée et elle en profitait. Elle était méchante avec moi, elle me harcelait carrément et mes parents ne réagissaient pas. Je me souviens d'une fois où elle m'a poussé dans les escaliers parce que j'avais touché accidentellement son projet d'école. J'ai eu un bleu dans le dos pendant des semaines. La réaction de ma mère. Elle m'a dit d'être plus prudente avec les affaires de Camille. C'était comme si j'étais invisible, sauf quand je leur causais un problème. C'était une enfance solitaire. On pourrait croire qu'avoir une grande sœur, ça rapproche. Mais non, elle ne voulait rien avoir à faire avec moi, sauf pour se moquer de moi ou me blâmer. Et mes parents laissaient faire. Ce n'est pas comme s'ils ne voyaient pas ce qui se passait. Ils s'en fichaient. Camille était parfaite à leurs yeux, et moi, j'étais juste là. L'école était ma seule échappatoire, mais même là, ce n'était pas facile. Mes problèmes de santé me faisaient manquer beaucoup de jours, donc j'étais toujours en retard. Et bien sûr, Camille avait des notes parfaites. Elle allait à tous ses entraînements sportifs, pendant que moi je luttais pour suivre. Mes parents ne rataient jamais un match ou un événement scolaire de Camille, mais pour moi, ils ne venaient presque jamais. Une fois, j'ai reçu un prix pour une nouvelle que j'avais écrite. Je les ai suppliés de venir à la cérémonie. Ils ne sont pas venus. Ils ont dit qu'ils étaient trop occupés par le match de foot de Camille. Ce n'était pas seulement les grandes choses, c'était aussi les petits détails. Chaque année pour nos anniversaires, Camille avait droit à de grandes fêtes élaborées. Il y avait des thèmes, des décorations, plein d'amis. Mes anniversaires à moi étaient toujours plus petits, plus calmes. Je n'avais même pas une vraie fête la moitié du temps. Ils disaient juste « on fera quelque chose le week-end prochain » et puis ils oubliaient. Le pire, c'était de voir à quel point mes parents étaient heureux avec Camille. Ils devenaient d'autres personnes. Ils souriaient, ils riaient plus. Quand c'était juste eux et moi, il y avait une tension bizarre, comme s'ils ne savaient pas comment agir avec moi. Au lycée, j'avais compris qu'il valait mieux baisser la tête. Je ne voulais pas faire de vagues. Camille brillait déjà, elle allait entrer dans une grande université. Elle avait beaucoup d'amis. Moi, je voulais juste survivre à chaque journée sans me sentir comme un échec. Mais même ça, c'était difficile parce que mes parents nous comparaient sans arrêt. Pourquoi tu ne peux pas être comme Camille? Elle réussit tellement bien. Tu devrais faire plus d'efforts. J'avais l'impression que quoi que je fasse, ce n'était jamais assez. Même quand je réussissais que j'avais de bonnes notes, ou que je faisais un bon travail scolaire, ils minimisaient un peu. Mais au moindre faux pas, ils s'acharnaient sur moi. Je me souviens d'un C en maths, et ma mère a fait une crise.
Elle a agi comme si j'avais ruiné mon avenir. Pendant ce temps, Camille pouvait tout se permettre, il riait. C'était épuisant d'être toujours la seconde. Je ne pouvais jamais être moi-même avec ma famille parce que je savais qu'ils ne tenaient pas vraiment à moi. Ils aimaient une version de moi qui n'existait pas, celle qui n'avait pas de maladie cardiaque, qui n'était jamais malade, qui pouvait suivre Camille. Mais ce n'était pas moi, et ça ne le serait jamais. Le vrai point de rupture, ça a été mon bac. J'en avais marre. Je voulais partir. J'ai supplié grand-père et grand-mère Dubois de m'aider à aller à l'université, loin de la maison. Je m'en fichais d'où je voulais juste être loin d'eux. Grand-père et grand-mère Dubois, Dieu merci, ont été les seuls à me soutenir. Ils ont payé mes études et je suis parti à Lyon. Je n'arrive même pas à décrire à quel point c'était bon de partir. Pour la première fois, je n'étais plus dans l'ombre de Camille. Je pouvais être moi sans être comparé à elle ou rappeler à quel point je coûtais cher à mes parents. Avec du recul, c'est fou comme ils m'ont abîmé mentalement. J'ai passé des années à croire que je n'étais pas assez bien, que j'étais un fardeau. Mais maintenant, je vois les choses autrement. Ce n'était que du favoritisme toxique qu'ils essayaient de faire passer pour la norme. Même si j'ai fui, le mal était fait. Il m'a fallu des années pour ne plus me sentir sans valeur. Même aujourd'hui, parfois, j'ai des doutes. Peut-être qu'ils avaient raison sur moi. Mais je me rappelle que ce n'était pas ma faute. Jamais. Après avoir quitté la maison, tout a changé pour moi. C'était comme si on m'avait enlevé un poids. Être loin de mes parents et Camille, c'était la meilleure décision. J'ai pu recommencer sans tout ce qui venait avec le statut d'enfant non désiré. J'étais enfin libre d'être moi. C'est à l'université que j'ai rencontré Antoine, mon mari. Je me souviens du premier jour. C'était lors d'une activité d'intégration un peu gênante dans la résidence. Je n'attendais rien et pourtant il était là gentil, sincère. Rien à voir avec les autres. Antoine ne s'arrêtait pas à l'apparence ou à ce que je pouvais lui apporter, c'était tellement rafraîchissant. Après une vie à ne jamais me sentir assez bien, surtout pour ma propre famille, Antoine et moi, ça a tout de suite collé. Il était patient, chose rare pour moi. Il m'écoutait parler de mon enfance, de ce que c'était d'être toujours en retrait. Il ne me jugeait pas. Il me faisait sentir pour la première fois que j'avais de la valeur, que je comptais. Il me trouvait belle aussi, ce qui était nouveau. En grandissant, j'étais toujours comparé à Camille, la jolie fille. Je n'étais jamais assez. Avec Antoine, je n'avais pas à me battre. Il m'aimait pour qui j'étais. Et pour la première fois, j'ai commencé à croire que je n'étais pas aussi nul que mes parents le laissaient entendre. Après le diplôme, Antoine m'a demandé en mariage. Bien sûr, j'ai dit oui. On a commencé à préparer le mariage. La famille d'Antoine était super enthousiaste. Ils étaient ravis, ils ont voulu participer aux frais. Ma famille, non. Quand je leur ai annoncé mon mariage, ils n'ont même pas fait semblant d'être contents. Ma mère a dit « On vient de dépenser une fortune pour le mariage de Camille l'an dernier, donc ne compte pas sur nous. » C'est comme si je n'étais même pas leur fille. J'ai essayé de ne pas y penser, mais ça m'a blessé. Je ne demandais pas quelque chose d'extravagant. Je voulais juste qu'ils soient là, qu'ils s'en soucient, qu'ils me montrent un peu d'intérêt. Mais même ça, c'était trop. Ils ne sont pas venus. Ni ma mère, ni mon père, ni Camille. Même pas une carte, rien. C'était comme si je n'existais plus, ce qui n'était pas très différent de mon enfance. Mais j'ai refusé de laisser ça gâcher mon mariage. La famille d'Antoine était de là incroyable. Ils m'ont accueilli, j'avais enfin une vraie famille. La mère d'Antoine m'a aidé à choisir ma robe. Petit geste, mais ça voulait tout dire. Elle m'a traité comme sa propre fille. Pour la première fois, j'avais ma place. Notre mariage était magnifique. Pas aussi grandiose que celui de Camille, mais parfait pour nous. On s'est mariés à Lyon, là où on avait étudié. C'était un nouveau départ. On a décidé de rester à Lyon, loin du chaos toxique de ma famille. Je gardais contact avec grand-père et grand-mère Dubois, mais à part eux, je ne parlais presque plus à mes parents ni à Camille. La vie était belle. Antoine et moi avons construit une vie sans avoir à prouver sans cesse ma valeur à ceux qui s'en fichaient. Pour la première fois, j'étais heureuse. Puis la nouvelle qui a tout changé. J'étais enceinte. Quand je l'ai appris, c'était un mélange d'émotions. J'étais heureuse, mais terrifiée. À cause de ma maladie cardiaque, je savais que c'était risqué. Les médecins me l'avaient toujours dit. Antoine était ravi, mais je voyais bien son inquiétude. On savait que ce ne serait pas simple.
La grossesse a été difficile comme prévu. Des complications dès le début. Les médecins m'ont conseillé d'interrompre la grossesse, disant que ça pouvait me tuer. Je n'ai pas pu. Antoine m'a soutenu, même s'il était mort de peur. Les mois qui ont suivi ont été les plus durs de ma vie. J'étais souvent à l'hôpital sous surveillance. Mon cœur souffrait. Il y a eu des jours où je pensais ne pas y arriver. Mais contre toute attente, j'ai survécu. Lucas, notre fils, est né en bonne santé. Les médecins ont été clairs, je ne pouvais plus avoir d'enfant. Mon cœur ne tiendrait pas. Antoine et moi étions d'accord. On était comblés avec notre petit inutile de tenter le diable. Je ne sais pas comment j'ai traversé tout ça sans perdre la tête. C'était terrifiant. Mais Antoine a été un roc. Il ne m'a jamais laissé seul. Il est resté à mes côtés toujours. Je ne l'oublierai jamais. Il a toujours été là pour moi. Après la naissance de Lucas, la vie est redevenue calme. On se concentrait sur lui, sur notre bonheur. Ce n'était pas facile, mais c'était à nous. J'avais enfin construit quelque chose de bon, sans lien avec la douleur du passé. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi. Après quelques années tranquilles, il s'est passé quelque chose d'inattendu. On a déménagé à Dijon, ma ville natale. Pas vraiment par choix. La santé de grand-père déclinait. C'était la seule personne de ma famille à qui je tenais vraiment. Il vieillissait, je ne voulais pas qu'il parte sans être près de lui. Antoine et moi, on en a parlé. On a décidé de revenir pour être là dans ces derniers moments. Je n'étais pas ravi de revenir pour être honnête. L'idée de revoir mes parents et Camille me stressait. Je savais comment c'était avant mon départ, je n'attendais pas de miracle. Mais je ne voulais pas regretter de ne pas avoir été là pour grand-père. C'était plus important que les vieux conflits. En revenant, j'ai gardé mes distances. On a trouvé un logement à l'autre bout de Dijon assez loin pour éviter la famille, sauf si on le voulait. Je voulais juste rendre visite à mes grands-parents, vérifier s'ils allaient bien éviter mes parents au maximum. C'était le plan. Mais évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu en famille. Dès notre arrivée, mes parents et Camille ont changé d'attitude. Brusquement, ma mère m'appelait, demandait de mes nouvelles, disait qu'elle était fière de moi. Où était ce soutien quand j'étais enfant? Comme s'ils avaient appuyé sur un bouton et décidé de devenir la famille aimante qu'ils n'avaient jamais été. Mon père envoyait des textos, demandait comment Antoine et moi nous installions. Même Camille, qui m'avait toujours méprisé, était soudain gentille, venait me parler quand on se croisait. Je n'y croyais pas. On ne passe pas d'années à être traité comme rien, à devenir l'enfant préféré, juste parce qu'on revient. Il y avait quelque chose qui clochait. Une partie de moi voulait croire qu'ils avaient changé, qu'ils regrettaient, que c'était leur façon de se rattraper. Mais au fond, je savais que non. Les années de mauvais traitements, ça ne disparaît pas comme ça. J'en ai parlé à ma grand-mère. Elle m'a dit de leur laisser une chance qu'ils m'avaient peut-être manqué. Peut-être. J'étais prête à rester ouverte, mais pas à baisser ma garde. 2 semaines après notre retour, mes parents nous ont invités à dîner. J'avais déjà assez de dîners familiaux pour savoir que ce n'était jamais innocent. Il y a toujours une raison cachée. Antoine m'a convaincu que c'était peut-être juste gentil. Peut-être voulait-il renouer. J'ai accepté. Chez eux, tout semblait normal. Ma mère avait préparé sa fameuse lasagne, un des rares souvenirs d'enfance positifs. On discutait, on rigolait presque comme une famille normale. Mais au milieu du repas, Camille a annoncé qu'elle avait une surprise pour moi. Elle m'a regardé avec un sourire suffisant et j'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. Les surprises de Camille n'ont jamais été bonnes. Elle a sorti une carte de son sac, une enveloppe chic me l'a tendue, comme si elle me remettait un prix. J'étais confuse. Je l'ai ouverte, je m'attendais à des excuses ou un merci d'être revenu. Mais non, dedans une lettre qui me félicitait pour être la future mère porteuse de son bébé. Je vous jure, elle a écrit ça comme si je devais être honoré, comme si risquer ma vie pour elle était un privilège. D'abord, j'ai cru à une blague. Mais son regard montrait qu'elle était sérieuse. Je n'en revenais pas. Je suis resté là sous le choc. Quand j'ai réussi à parler, j'ai dit que je ne pouvais pas, que physiquement c'était impossible. Ma grossesse avec Lucas avait failli me tuer. Les médecins avaient été formels, c'était trop dangereux. J'ai essayé d'expliquer, mais avant que je termine, Camille s'est mise à pleurer. Normalement, ses larmes ne m'auraient rien fait. Mais mes parents ont réagi au quart de tour.
Mon père m'a crié dessus disant que j'étais égoïste. Ma mère a ajouté que je devais le faire pour la famille, comme s'ils n'avaient rien entendu sur mon cœur sur le danger. C'est devenu un scandale, eux trois contre moi. Ils me traitaient de mauvaise sœur. J'étais choqué. J'ai essayé de résister, mais c'était dur face à autant de reproches. Heureusement, Antoine était là pour moi. Il s'est levé, il leur a dit qu'on s'en allait, que c'était fou, qu'ils n'avaient pas le droit d'exiger ça. On est parti. Le trajet du retour a été silencieux. On était sous le choc. Même aujourd'hui, je n'arrive pas à croire leur culot. Je comprends que Camille soit triste de ne pas avoir d'enfant, c'est dur. Mais croire que c'est normal de me demander de risquer ma vie sans même m'en parler avant, c'est inacceptable. Depuis ce soir-là, je ne leur parle plus. Une partie de moi culpabilise, je me dis que j'aurais pu faire autrement. Mais au fond, je sais que j'ai eu raison. Ma santé passe avant tout. Toujours. Le silence après ce dîner était assourdissant. Les jours passaient, aucun message. Je ne m'attendais pas à des excuses, mais j'espérais au moins qu'ils essaient de s'expliquer. Mais rien. Antoine m'a répété que j'avais bien fait, que je n'avais rien à me reprocher. Je le savais, mais j'avais quand même ce sentiment de culpabilité. C'est fou comme la famille peut retourner le cerveau. Ce qui m'a le plus touché, c'est la vitesse du changement. Un jour, ils disent que je leur manque, qu'ils sont fiers. Le lendemain, ils crient parce que je ne veux pas risquer ma vie pour Camille. Qui fait ça? Qui change d'attitude aussi vite? J'étais juste un outil posé sur une étagère qu'on sort quand on en a besoin. Maintenant qu'ils avaient besoin de moi, il fallait que je saute sur l'occasion. Mais je n'étais pas surprise. Déçue, oui. Mais pas surprise. Ça a toujours été comme ça. Camille obtenait tout ce qu'elle voulait. Moi, je devais suivre. Depuis toute petite, j'ai vu ça. Peu importe si j'étais malade, triste, en difficulté. Si Camille avait besoin de quelque chose, c'était la priorité. Mon état de santé, il s'en fichait, tant que Camille avait ce qu'elle voulait. Au bout de quelques semaines, j'ai accepté l'idée de ne plus leur parler. Comment revenir après ça? Je ne pouvais pas faire comme si ce dîner n'avait jamais eu lieu. Je n'allais pas risquer ma vie pour un enfant qui n'était même pas le mien. Antoine et moi en avons beaucoup discuté. On s'est dit que couper les ponts, c'était sûrement mieux pour nous et pour Lucas. Il n'a pas besoin de grandir entouré de gens qui traitent sa mère comme ça. Un jour, ma mère m'a envoyé un SMS. Juste, il faut qu'on parle. Pas de pardon. Pas de tentative de réconciliation. Juste froid sans émotion. Je suis resté longtemps à regarder mon téléphone. Une partie de moi voulait ignorer, bloquer son numéro, passer à autre chose. Mais une autre partie de moi, celle qui cherchait toujours une validation, voulait savoir ce qu'elle avait à dire. J'ai montré le message à Antoine. Il m'a dit clairement que si je répondais, il fallait que je sois prête à plus de drames. Il avait raison. Mais j'ai répondu. Simplement, de quoi veux-tu parler? Elle a tout de suite répondu. Elle voulait qu'on se voie, c'était important. J'ai demandé si Antoine pouvait venir. Non, tout de suite. Premier signal d'alarme. Pourquoi mon mari ne pouvait pas être là? Si c'était pour arranger les choses, il devrait être impliqué. Mais non, elle insistait pour que ce soit juste moi. Malgré tous les signaux, j'ai accepté. Je ne sais pas ce que j'attendais. Des excuses, peut-être. Un vrai aveu de tort. Mais j'aurais dû savoir. On s'est retrouvés au café de la place à Dijon, un endroit où je n'étais pas venu depuis des années. Quand je suis arrivé, elle était déjà là comme si de rien n'était. Pas de honte, pas de regret. Je me suis assise. Avant même que je parle, elle a commencé. Elle n'a pas demandé comment j'allais, n'a pas parlé du dîner. Direct. Camille est dévastée. Tu dois reconsidérer ta décision. J'étais choqué. Pas d'excuses, pas de remise en question. Tout tournait encore autour de Camille. Elle a continué expliquant à quel point la vie de Camille était dure, qu'ils avaient cherché des solutions, que j'étais la seule qui pouvait aider. Elle a même sorti le discours. La famille, c'est sacré. Comme si ça voulait dire quelque chose, venant de quelqu'un qui m'a ignoré pendant des années. Quand elle s'est enfin arrêtée, j'ai répondu calmement que ma décision ne changerait pas. Je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. J'ai rappelé ce que les médecins avaient dit, le danger d'une autre grossesse, et que je n'étais pas prête à risquer ma vie pour personne. J'espérais peut-être qu'elle comprendrait. Mais non. Elle m'a regardé comme si j'étais un monstre. Tu es égoïste. Camille a besoin de toi,
et tu lui tournes le dos. J'en revenais pas. Après tout ce que j'avais vécu, après des années à être traité comme rien, elle osait me traiter d'égoïste. J'ai dit que je ne tournais le dos à personne, que je protégeais ma famille et moi-même. Mais elle ne voulait pas entendre. Elle a continué à essayer de me culpabiliser. Comme si rien de ce que je disais n'avait d'importance. C'est là que j'ai compris. Ma famille ne changerait jamais. Je serai toujours la seconde derrière Camille. Peu importe ce que je fais, peu importe mes explications, ils ne comprendraient jamais. Pour eux, j'existais pour servir Camille. Et dès que je refusais, je devenais la méchante. Je me suis levé. J'ai dit que c'était fini. Je suis sorti du café de la place. Je ne me suis pas retourné. J'étais décidé. Fini la culpabilité, la manipulation, le sentiment de ne jamais être assez. Je ne les laisserai plus me tirer vers le bas. En rentrant, Antoine m'attendait. Je lui ai tout raconté. Il n'était pas surpris. Lui aussi savait que ça finirait comme ça. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti du soulagement. J'étais enfin libre. Après avoir claqué la porte, je pensais que ce serait terminé. Combien de fois faut-il fermer la porte pour que les gens comprennent qu'on ne l'ouvrira plus? Mais bien sûr, ils n'ont pas compris. Quelques jours après, mon père a commencé à m'envoyer des messages. Toujours la même rengaine, ta mère m'a dit, ce qui s'est passé, il faut qu'on règle ça. Tu détruis la famille. Détruire la famille. Sérieusement, ils n'ont jamais rien dit sur les années de négligence, sur la façon dont ils m'ont traité. Mais là, c'était moi la méchante, parce que je ne leur donnais pas ce qu'ils voulaient. Classique. Tout est toujours retourné. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'en avais assez d'essayer de m'expliquer auprès de gens qui s'en fichaient. Mais ce n'était pas fini. Mon téléphone explosait. Camille aussi a commencé à m'envoyer des messages. Plus violents. Comment peux-tu être aussi égoïste? Tu me dois ça. Je le ferai pour toi, sans hésiter. Premièrement, c'est faux. Camille ne ferait jamais ça pour moi. Elle ne m'aurait même pas raccompagné à l'école, si ça l'arrangeait pas. Son discours du « je ferai tout pour toi » c'était juste pour me culpabiliser. Les messages n'arrêtaient pas. C'était comme si peu importe le nombre de fois où je disais non, il refusait d'accepter. Antoine me disait de bloquer leur numéro de couper net. Mais c'est difficile. Couper les ponts avec sa famille, c'est énorme. Même si au fond, je savais que c'était mieux pour ma santé mentale, une partie de moi voulait encore garder un lien. Je n'étais pas tout à fait prête à lâcher prise. Même après tout ça. Quelques semaines plus tard, silence radio. Ça me mettait mal à l'aise. J'attendais la prochaine attaque, mais rien. J'ai essayé de me concentrer sur ma famille. Antoine et Lucas, c'était mon monde. Mais au fond, je savais que quelque chose arrivait. Et c'est arrivé. Un jour, j'ai reçu un appel de ma grand-mère. Elle a toujours été mon seul vrai soutien. Quand j'ai vu son nom, j'ai décroché tout de suite. Je pensais qu'elle allait prendre de mes nouvelles. Mais dès que j'ai entendu sa voix, j'ai senti la tension. Ma chérie, je ne sais pas comment te dire ça, mais tes parents prévoient quelque chose. Prépare-toi. Mon cœur a lâché. Que veux-tu dire? J'ai demandé. Ils parlent d'aller voir un avocat. Ils disent qu'ils vont engager une procédure si tu refuses d'aider Camille. Quelque chose sur les droits médicaux. La gestation pour autrui, je ne sais pas exactement, mais ils sont sérieux. Je n'en revenais pas. Des poursuites judiciaires. Ils voulaient vraiment m'obliger à faire ça. J'étais sans voix. Ma grand-mère a continué expliquant qu'elle les avait entendus dire qu'ils avaient un dossier qu'ils pouvaient convaincre un juge de me forcer, puisque Camille ne pouvait pas avoir d'enfant. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. C'était au-delà de tout. Ils pensaient pouvoir me traîner au tribunal pour que je porte l'enfant de Camille. C'était absurde et terrifiant à la fois. Qui fait ça? Qui va aussi loin? J'ai remercié ma grand-mère, puis j'ai raccroché. Je suis resté là, sidéré. Mélange de colère, d'incrédulité, de frustration. Comment en était-on arrivé là? Comment ma famille pouvait-elle envisager de me forcer légalement à risquer ma vie? Je repensais à toutes ces années à être traité comme rien, toujours la seconde. Là, c'était la goutte d'eau. Ce soir-là, j'ai tout dit à Antoine. Il n'était pas surpris. En colère, oui, mais pas surpris. Pour lui aussi, c'était juste une autre manière de me contrôler, de me faire croire que je leur devais quelque chose. Mais je ne leur devais plus rien. Antoine a proposé qu'on contacte un avocat par précaution.
Même si ça semblait fou, il fallait être prêt. On l'a fait. On a rencontré un avocat, j'ai tout expliqué. L'avocate était géniale, compréhensive, prête à se battre s'il le fallait. Elle m'a rassuré, il ne pourrait jamais m'obliger à être mère porteuse, surtout avec mon dossier médical. Mais elle a dit que c'était mieux d'être prêt au cas où. Quelques semaines sont passées sans nouvelles. Pas de menaces, pas de messages. On aurait pu croire qu'ils avaient abandonné. Mais je savais que tout avait changé. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Ils m'avaient montré leur vrai visage. Il n'y aurait pas de retour possible. Un jour, dernière étape. J'ai reçu un dernier message de ma mère. Bref, froid comme d'habitude. Nous sommes déçus. Tu as trahi la famille? Point. Pas d'explication, pas de chantage. Juste cette dernière claque pour rappeler ce qu'il pensait vraiment. J'ai regardé le message longtemps. Ça piquait. Mais j'ai réalisé que je m'en fichais. Je n'étais pas déçu de moi. Ce n'était pas moi qui avais échoué. C'est eux qui m'ont abandonné toute ma vie. Ce message, c'était juste la fin d'une longue histoire douloureuse. J'ai bloqué leur numéro. Ce n'était pas facile, mais nécessaire. Antoine et moi avons décidé que pour Lucas et pour nous, on devait avancer sans eux. Ils ne changeraient jamais. Je n'allais pas me sacrifier pour des gens qui ne m'aiment pas. Quelques mois ont passé. La vie est plus calme. Parfois, je pense à eux, mais sans tristesse. Plutôt du soulagement. Soulagement d'être enfin libre de leurs attentes, de leurs manipulations, de leur contrôle. J'ai ma propre famille maintenant, et c'est tout ce dont j'ai besoin.